Ça a commencé pour eux le 24 septembre, donc avant l'arrivée des soldats népalais, et dans le bas artibonite. Et l'information, ils la tiennent du ministère de la Santé. On ne saura jamais qui au ministère de la Santé leur aurait dit ça, mais ça tombe bien, parce que ça écarte les choses. Et ensuite, ça va être la ligne directrice. Voilà, donc, on passe une journée, on est le 23 octobre. Le 23 octobre, les OCHA, qui est l'organisme de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, va montrer les communes touchées, mais là vous voyez que la rivière Artibonite est moins visible, et puis le point de départ en particulier n'est pas du tout mis en valeur. Mais ça ne suffit pas. 2 jours après, la carte suivante, alors là, change, mais 2 couleurs, le choléra le long de l'Artibonite et le choléra dans le département du centre. On ne comprend pas très bien pourquoi, jusqu'à ce qu'on arrive à... progressivement ça avance, jusqu'à ce qu'on arrive à cette carte-là, quelques jours après, où ça c'est indiqué comme étant la zone de début de l'épidémie, et ça évidemment, comme tout le reste, est marqué comme une zone simplement touchée par le choléra. Donc si on ne fait pas attention à la succession des cartes, évidemment, là maintenant on sait que le choléra a commencé en bas et pas en haut. Mais ça s'est fait très progressivement, et là, je ne sais pas, mais ça fait un peu préméditation. On sent que ce n'est pas de l'erreur. Et pour arriver à cette figure qui va décrire le choléra, d'abord dans le département de l'Artibonite, et puis ensuite, juste vraiment après, on va avoir ce département du centre. Ça nous écarte des soldats à Mirbalais, et ça nous rapproche de la théorie environnementale. Et ça marche. Et ça marche. Pour l'OMS, alors ils partent de loin, ça c'est terrible, mais ils ne s'embarrassent pas. Si vous allez, là je vous ai lu quelque chose, une capture d'écran que j'ai faite ce matin, si vous allez sur le site de la Pan American Health Organization, vous trouverez cette carte interactive, donc là c'est la carte telle qu'elle est aujourd'hui, mais venez simplement la première semaine de l'épidémie, vous savez très bien qu'il y avait plein de cas dans Mirbalais, etc., mais ces cas ont disparu. On est à 0 cas dans le département du centre. On refait, et bon, il y a eu encore d'autres choses. J'avais construit une base de données pour aider à la suivre l'épidémie. Quand je reviens quelques mois après, cette base est changée et on enlève les cas du département du centre. Donc c'est vraiment volontaire. Mais le CDC c'est les plus malins. Ils n'ont rien dit de faux, mais ce qu'ils sous-entendent est totalement faux. Là, en faisant comme ça, ils annoncent l'atteinte des épidémies par le premier cas confirmé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, bon, il s'est passé que quelques jours entre le début, c'est le temps que l'eau descende, que quelques jours entre le début de l'épidémie dans le centre et dans le bas artibonite. Mais la flambée a été tellement violente dans le bas artibonite que le laboratoire a priorisé l'analyse des souches venues du bas artibonite, alors qu'ils avaient déjà reçu celle du centre. Finalement, ils ont donc donné le résultat, premièrement dans le bas artibonite, et donc c'est ce résultat-là qui est mis en évidence. Donc on a l'impression que ça commence là, et que là, dans le centre, c'est après. Et puis, toujours le dire sans le dire, pour asseoir la théorie environnementale, tiens, mais comment le choléra est arrivé, et on a sur le site du CDC, à ce moment-là, cette histoire de ballast de bateau qui déverse la flore de point de départ du bateau dans le point d'arrivée, et donc on rentre dans ce truc environnemental évidemment, jusqu'à même alerter les pays voisins, attention maintenant que les eaux autour d'Haïti sont contaminées, alors ça va diffuser via les eaux de mer dans les autres régions. Ça ne s'est jamais passé comme ça, bien évidemment. Toujours maintenant, on y est déjà un peu avec les CDC, avec certaines autorités scientifiques, mais on va aller encore un peu plus loin en allant chercher des personnes un peu complaisantes. Donc, on tombe le 22 novembre sur un article du Guardian qui dit ben non, ben ça va, il faut arrêter cette histoire de soldats népalais, c'est pas eux, c'est le temps, c'est le climat. Et ça vient expliquer que tous les scientifiques qui se mettent en avant à ce moment-là viennent raconter l'histoire de réchauffement climatique, de multiplication des vibrilles cholérés dans l'environnement, parce qu'il y a une multiplication du plancton, et d'effets plus ou moins conjoints du tremblement de terre, de l'été très chaud, d'un cyclone qui a eu lieu à cette période-là, mais un peu après le début de l'épidémie, mais
Et tout ça vient faire le lit de l'épidémie. C'est comme ça que l'épidémie débarque, donc sortant de l'environnement. Et vraiment, l'article du Guardian dit tous les scientifiques interrogés sont sur cette ligne-là, donc ça va, c'est fini. C'est fini et il n'y a plus beaucoup de chances de dire autre chose. Alors, le président d'Haïti, il est décrit comme un Florentin. Il s'appelle René Préval. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est un peu, il est décédé maintenant, mais enfin qui avait tendance un peu à faire sans faire, dire sans dire, etc. Et avec son ministre de la Santé, il a trouvé une solution. Il est allé voir l'ambassadeur de France et il a dit on a besoin d'une aide épidémiologique. Pas vraiment au départ pour dire quelle est l'origine, mais pour mieux comprendre l'épidémie. Ils ont besoin de comprendre cette épidémie. L'ambassadeur de France dit OK. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire cette investigation. Donc, dans le paquet cadeau, on le voit, et je fais mon investigation et je la laisse fuiter quand même, parce que je vois bien qu'il y a un mélange de... Enfin, il y a une campagne de désinformation, et donc cette investigation fuite et a tout de suite un retentissement qui va un peu énerver nos amis de l'ONU, hein, ça se comprend bien. Les journaux américains quand même rapportent ce truc-là, parce que c'est quand même un truc intéressant. Et c'est à ce moment-là aussi que Ralph a connaissance de cette histoire-là, peut-être qu'il en parlera. Et bien sûr, quand même, derrière, il y a une publication scientifique. C'était pas si simple. Un peu par esprit de provocation, j'ai proposé à l'organe de presse du CDC de le publier, sachant que l'éditeur en chef est quelqu'un de très droit, très honnête. Donc je lui ai écrit, j'ai dit j'ai ça, parce que déjà certains journaux avaient refusé, j'ai ça, je demande à être loyalement expertisé, que cet article soit expertisé. Et finalement, il le publie, ça laisse d'ailleurs cette confusion. Dans certains articles, on croit que c'est le CDC qui a fait l'investigation. Non, mais ça donnait quand même du poids et c'était très bien comme ça. Et puis là, bon, entre autres, montrer que l'épidémie est en différentes phases, première, deuxième phase, et puis ensuite troisième phase. Donc ça n'a pas démarré là. Donc c'est un travail épidémiologique en profondeur avec des analyses statistiques importantes. Tout ça pour bien montrer les trucs. Et puis ça ne s'est pas arrêté là. D'autres ont emboîté le pas. Par exemple, une équipe en partie népalaise, en partie danoise et en partie américaine, a récupéré les souches qui circulaient au Népal juste avant l'épidémie d'Haïti pour tomber sur ce résultat-là. C'est qu'on a, je ne sais pas si on va le voir ici, mais sinon je vous le montre là, on a vraiment, parmi les souches qui circulent au Népal, on a exactement les souches d'Haïti. Et là, typiquement, il s'agit de lire le génome, c'est 4 millions de paires de bases, 4 millions de paires de bases, je ne sais pas, il y a peut-être 1 million de caractères dans le bouquin de Ralph, donc c'est 4 bouquins de Ralph, avec une seule faute, éventuellement, et encore. Après, on a trouvé une qui était exactement la même. Donc, pas de doute, ça vient du Népal. L'origine, le point de départ, dans un petit village, déjà toutes les données épidémiologiques auraient déjà donné énormément d'informations. On y rajoute la preuve par l'ADN. Et donc on a travaillé là-dessus avec Ralph, on a complété, il y a eu encore un article dans une revue aussi très importante. C'est vraiment un modèle maintenant, cette histoire-là, d'un point de vue scientifique. Je peux vous dire que maintenant, la communauté scientifique est complètement renversée. Elle accepte l'idée que c'est le choléra à très peu de différence près. Que le choléra est arrivé du Népal. Il y a vraiment très peu de personnes qui maintiennent une autre position. On a ce document qui est donc, quand Ban Ki-moon a appris qu'il y avait un rapport qui mettait très clairement en cause de l'ONU et que finalement la presse, et la presse comme le Washington Post, le New York Times, reprenaient ça, ça devenait quand même un peu embêtant. Alors il nomme un panel d'experts indépendants, mais c'est lui qui les nomme, c'est lui qui les paye, et il les choisit bien pour aller enquêter là-dessus. Et ce panel d'experts, bon, on va être obligé d'admettre que ça a démarré à mai, n'ont pas trouvé le moindre malade sur le registre, ça ne les a pas étonnés, quand
même. On est dans un pays où il y a donc 1 millier de soldats, un peu plus, qui sont venus. Personne n'a eu la diarrhée. C'est curieux, et puis surtout comment on constitue. Ils ne se sont pas posé la question. Par contre, ils ont énormément insisté pour dire que les causes étaient multiples. D'abord, ce n'était pas la faute de quelqu'un, une faute volontaire, on n'a jamais dit ça, mais en plus, les causes étaient multiples. On pourrait vous dire que les soins n'étaient pas très bons, les gens n'avaient pas forcément accès à l'eau partout, etc. Et même que l'environnement haïtien était optimal pour la croissance du vibrio comédien. Là, c'est faux, et si c'était vrai, mais ce serait une information gravissime. C'est-à-dire, on met quelques vibrios en haut d'une rivière, on a des milliards en bas, la vie serait infernale pour toute personne qui n'a pas accès à l'eau potable. Heureusement, c'est pas vrai. Mais là, justement, c'est présenté avec les Haïtiens n'étaient pas immunisés, etc., etc. Donc, c'est dilué. Et puis, il y a une nouvelle tentative, à côté du côté un peu épidémiologique, le côté génomique, et une équipe où on va retrouver d'ailleurs parmi les auteurs le chef du panel qui était censé arbitrer entre la théorie environnementale et le résultat de mon enquête. Le chef de ce panel est auteur d'un article et d'un travail qui fait en même temps avec une équipe américaine qui tient de la théorie environnementale. Ce qui est intéressant, voilà, donc cette théorie environnementale, c'est celle qui fait que l'environnement est le point de départ des épidémies. Je vous ai dit maintenant, ce n'est pas les mêmes souches. Et donc il y a la théorie du perfect storm avec ce tremblement de terre, ce qui a changé les conditions physico-chimiques. Alors on n'est pas au même endroit, mais c'est pas grave. Il y aurait eu des glissements de terrain dans l'Artibonite. Bon, c'est pas vrai. L'été très chaud et derrière le fait qu'il y a eu un cyclone, tout ça a mélangé, et c'est comme ça que l'épidémie a démarré. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont l'article est présenté, et ensuite on verra une carte. La manière dont l'article est présenté, c'est de raconter que finalement le choléra est une maladie des pays en voie de développement, que quand il y a des catastrophes, ça aggrave les choses, et que justement en Haïti, il y a eu un tremblement de terre, et qu'au milieu du déblaiement du tremblement de terre est arrivé le choléra, et qu'ensuite ça a diffusé rapidement, etc. Donc ça en fait finalement quelque chose qui démarre dans le tremblement de terre. Vous vous rappelez, il y a d'ailleurs même, tout à l'heure je vous ai montré une carte qui disait que justement ça ne démarrait pas dans le tremblement de terre. C'est amusant parce que la carte qui vient illustrer, donc là, elle est un peu... Je vous la montre. Là, on a cette carte, on a cette zone qui... Il n'y a pas de légende, on pense que c'est le point de départ du choléra, en tout cas, c'est présenté comme tel. Puis cette flèche dont on ne comprend rien, vous vous en souvenez, je vais pas... Cette flèche, c'est cette carte qui justement dit que c'était pas au même endroit. Bon, c'est totalement interdit de faire ça, c'est une falsification. L'information est cachée dans la figure, mais ça permet d'asseoir la théorie que finalement, ça s'est passé dans ce contexte-là, et ensuite qu'il y avait plusieurs souches, diluer la responsabilité. Alors maintenant, j'arrive à la fin de cet exposé. Ça n'a pas tenu. Les personnes qui sont ici, Ralph avec le livre Deadly River, et Philippe Alston après, avec le rapport qu'il a fait que c'était plus tenable, au bout d'un certain temps, de garder cette position de déni. Donc de la position de déni, on est allé vers un acte de contrition, et Ban Ki-moon, à la fin de l'année dernière, devant l'Assemblée générale de l'ONU, dit il va s'excuser en anglais, en français et même en créole. Mais pour dire quoi? Pour dire simplement, oh là là, je suis vraiment... l'ONU, je demande pardon pour le rôle que l'ONU a joué, sans préciser quel est le rôle, et presque en laissant attendre que le rôle, ça a été de ne pas en faire assez. Et il s'excuse, et il dit on va en faire beaucoup plus. Haiti is a dependent country, and if it hears from the United States and France, if you say anything, you will be punished. They are not going to say anything.
it's not worth it. They have too much to lose. And finally, you've got the powerlessness of the victims. The victims can't bring any pressure in the Haitian political system. With the silly example I gave before of the Australian plane dropping something over Paris, the people in Paris would rise up, protest, make demands, and the Élysée would say, we have to do something. That doesn't happen in Haiti in this particular case. You've then got the role of the principal states, of the powerful states. And these are principally what we call the P5, the permanent 5 members of the UN Security Council. Their interests, of course, are different, but all 5 of them don't want to take financial responsibility for the consequences that might follow if the UN accepted its responsibility. The United States has separate and very particular interests, which I will talk about at the end of my talk. And France also, as a continuing country of central importance, as it is in almost all former French colonies, is very reluctant to accept any responsibility which is not voluntary, which cannot be controlled by France. It doesn't want externally imposed responsibilities placed on its relations with its former colonies in particular. And I say that because I've been involved over a number of years also in the Central African Republic and have seen similar issues there. Then you've got the role of the United Nations. And it's very interesting because the UN is in fact many different entities. We speak of the UN, we see the blue flag, we see the casque bleu, etc. But the UN actually is many different actors with many different interests. You have the political actors, the Security Council and the General Assembly. The Security Council, as I've already suggested, has an interest in being able to operate effectively, particularly in peacekeeping, but more importantly, maintaining the costs and the consequences of their actions. So they are not really interested in accountability. The easy example of that, if you have followed it at all, is sexual abuse. And sexual abuse illustrates even better the conflicting interests which arise in this sort of case. You have a peacekeeper from country X, and he rapes women in the developing country where the peacekeepers have been sent. The UN has no direct control over that peacekeeper. The government of the country concerned does not want its soldiers to look bad, and so it will almost always deny that the rape took place. If the UN gets tough and says, we have evidence, we know this happened, what is called the troop contributing country, the country that sends the peacekeepers, will then say,
okay, we'll take back all our peacekeepers, and you do it yourself. And at that point the UN says, no, no, please don't do that. We need you. And so there is basically this silence. Different actors make noises, but they know underneath that nothing much is going to happen. And it's the same in this case, as we'll see later, with responsibility for something like cholera. You've then got the leadership of the UN, and Professor Piarroux showed the image of the Secretary General and his senior assistant responsible for Haiti. The Secretary General should show leadership, but he is under immense pressure from leading member states. This is simply a matter of politics. I remember I was speaking to an American diplomat at one stage, and the American diplomat said to me, "Are you suggesting that we put political pressure on the UN Secretary General?" And I said, well, I think it's possible. And the reason it's possible is that that's what every member state does. If you're the Secretary General, you sit here and your first meeting in the morning is with the American ambassador, and the American ambassador effectively threatens you with various things. Next meeting, Monsieur, c'est l'ambassadeur de la France. And the French ambassador does the same thing, but maybe in a different direction. Then it's the ambassador of some other country. It's all about political pressure. That's what it is. So a Secretary General has to decide, does he at any stage act with courage against a position which is strongly supported by key member states, or does he simply do what seems to be the balance of opinion, even if it's a problem? And the answer, of course, is not easy, unfortunately, because what many of these things amount to is, if you don't do what we ask you today, when you come to us tomorrow on 10 other issues, forget about it. We won't cooperate. And so it's constant politics. Then the UN breaks down to a range of other actors, just as it does in any bureaucracy. You probably know well the French bureaucracy. I don't at all, but because it's a bureaucracy, you will have different parts that compete. They take different approaches, they have different interests, they push in different directions. There is only very rarely one France, one French position on something. If it's a complicated matter, there will be different positions in different ministries. The Health Ministry, the Interior Ministry, the Foreign Ministry, the Finance Ministry, and of course the offices of the Prime Minister and the President will all have different interests and be pushing in different ways. And that the UN breaks down in that way. The key player, and I'll talk about this shortly, unfortunately, is the Office of Legal Affairs, the lawyers. The lawyers have played the dominant role in all of this, and it's been a tragic response. But you've then had the Department of Peacekeeping, MINUSTA, which is thinking not about Haiti, but about 20 other missions in other countries, and all of the problems of challenges that will come for other misdeeds, other wrongdoing by the UN. And so the Department of Peacekeeping doesn't just look at Haiti, it looks at the whole picture. And it has an interest in trying to say, no, no, no,
we're doing our best, but we cannot respond to these claims. You've then got other parts of the UN, like the Department of Political Affairs, which is conscious of UN support around the world, conscious of the fact that the UN has to defend itself, and that it's very difficult to do that if you have troublemakers like Piarroux saying